dans le cadre du festival de l'apprendre. Moi, c'est Valentin. Je travaille chez Humans Matter, qui est une entreprise de design cognitif. Et je travaille avec Stéphanie. Nous travaillons notamment sur le projet Essaim. Donc Stéphanie vous l'affiche ici. Essaim, c'est une initiative collaborative où en fait plusieurs acteurs du monde de la formation, des EdTech, des sciences cognitives, des ressources humaines se sont mis ensemble pour avec une mission qui est de moderniser l'appareil de formation. Et donc pour ça, on a mis en place un système de développement de l'humain qui s'appuie notamment sur les sciences cognitives et sur la capacité d'agir. Et je pense que Stéphanie en dira 2 mots. Je vous mets dans le chat notre site Essaim Community pour en découvrir un petit peu plus sur ce projet. Et Stéphanie, je te laisse la main. Bien, merci Valentin. Donc moi, je suis Stéphanie Bénard, psychologue clinicienne spécialisée également en neuropsychologie, entre autres. Je travaille également chez Humans Matter. Je travaille aussi sur ce projet Essaim. Et mon objectif aujourd'hui au cours de cette conférence, c'est de voir un petit peu comment ces sciences cognitives peuvent aider à développer notamment les apprenants à devenir acteurs de leurs apprentissages. Donc on va démarrer par ça. Alors avant de démarrer, je vais vous laisser répondre un petit peu dans le chat et puis peut-être que toutes ces réponses s'alimenteront au fur et à mesure de la conférence. Qu'est-ce qui, selon vous, limite aujourd'hui le plus les apprentissages? Donc j'ai mis quelques exemples: le manque de motivation, la surcharge cognitive, l'absence de rétroaction, les feedbacks. Et puis ça peut être autre chose. Voilà, donc je vous laisse 2 petites minutes pour me dire ce qui, selon vous, peut limiter le plus les apprentissages aujourd'hui. OK, donc pas mal le feedback, le manque de motivation en effet, l'éparpillement, l'absence de méthodologie, la surcharge cognitive, on l'a aussi, la fatigue physique et émotionnelle. OK. Donc tout ça, nous allons l'aborder au cours de cette conférence. Les dernières avancées de la recherche ont mis en évidence 4 piliers pour favoriser l'apprentissage, notamment l'attention, l'engagement actif, le retour d'information et la consolidation. Moi, au cours de cette conférence, je vais me focaliser sur l'engagement actif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rendre les élèves, les apprenants, acteurs et leur permettre de s'engager pleinement dans leurs activités d'apprentissage. Donc, être acteur de ces apprentissages, on va regarder comment est-ce qu'on peut développer donc cette fameuse capacité d'agir des apprenants, un terme qu'on entend beaucoup, qui se décline sur différentes formes. On a le pouvoir d'agir, la capacité d'agir, l'empowerment. On va aller voir un petit peu ce que c'est que tout ça. Donc, nous, on va se concentrer sur la fameuse capacité d'agir. Chez Humans Matter, on a développé un modèle de la capacité d'agir. Alors c'est un petit peu petit, je vous l'accorde, mais vous inquiétez pas, je vais vous détailler un petit peu tout ça. Un modèle de la capacité d'agir qui s'appuie notamment sur 3 théories. Une qui est sur Uri Bronfenbrenner, qui explique que l'individu, pour se développer, notamment au niveau de ses compétences, dépend aussi de l'écosystème dans lequel il est, et il vit notamment dans plusieurs écosystèmes. Ce que lui, il appelle des exosystèmes ou des microsystèmes qui vont s'influencer les uns les autres. Ce modèle de la capacité d'agir, il s'appuie aussi sur la théorie socio-cognitive d'Albert Bandura dans les années 80, qui a mis ça en place autour du concept de l'agentivité et du sentiment d'efficacité personnelle. On verra ça un peu plus tard. Et aussi sur le modèle transactionnel du stress de Lazarus et Folkman, toujours dans les années 80, qui expliquait que dans les situations difficiles, ce qu'on peut avoir notamment en apprentissage au niveau du stress, on a tous des comportements plus ou moins adaptés qu'on va mettre en place face à ces situations. Donc la capacité d'agir, Albert Bandura, il a défini comme le fait d'être capable de mettre des actions en place qui vont influencer son environnement et l'environnement des autres par le retour qu'on va avoir de nos actions. Donc on parle vraiment de transaction, et toute cette capacité d'agir va dépendre à la fois de nos facteurs personnels, donc c'est là qu'on rentre dans les cognitions, mais aussi les émotions, la fameuse motivation, mais aussi tout ce qui nous détermine, nos traits de personnalité, nos croyances limitantes, et puis aussi la façon dont on va agir, nos comportements et évidemment l'environnement. Donc l'environnement, ça va être aussi ce qu'on va offrir comme cadre d'apprentissage aux apprenants.
Dans ce modèle transactionnel, du stress, par Lazarus et Folkman, pourquoi est-ce qu'on l'inclut dans la capacité d'agir? Parce que, en fait, notre cerveau passe son temps à faire des évaluations cognitives permanentes. On se lève le matin, notre cerveau, va déjà évaluer en fonction du temps qu'il fait, comment on va s'habiller, combien de temps on va mettre pour aller au travail. Bref, on fait d'une évaluation permanente pour éviter justement de se mettre en situation de stress. Et pour toutes ces raisons, dans les années 80, il y a quand même un grand virage sur les sciences humaines, qui permet de comprendre l'individu, notamment, les apprenants, à comprendre comment est-ce qu'il s'organise, dans son écosystème en développant ses pensées, ses émotions, ses actions, hein, et voir un petit peu comment tout ça s'inclut dans ces différentes sphères sociales qui sont les siennes. Je passe très vite tout ça parce que l'objectif n'est pas de vous développer ces différentes théories, c'est juste de vous montrer sur quoi elles ont été, appuyées. Oui, ça peut inclure les scripts sociaux, tout à fait. Donc Bronfenbrenner, lui, il a été un des tout premiers, même s'il est pas très connu, hein, à étudier l'individu comme dans son ensemble, sur le fait qu'il fonctionne comme un réseau, hein. C'est pour ça qu'on parle de transaction. Alors pourquoi le terme transaction est hyper important? Parce qu'on va pouvoir voir que tout ce qu'on va aborder au niveau des cognitions et des sciences cognitives, on est plus que dans l'interaction. La transaction, c'est le fait de pouvoir mettre des actions volontaires, qui vont influencer l'environnement et qui vont avoir un retour en face. L'interaction, elle a pas forcément d'influence. Par exemple, si, je vais acheter mon pain ce matin et que je dis bonjour à ma boulangère et qu'elle me répond, je suis en interaction, mais ça va pas influencer ma journée pour autant. Par contre, si, je suis dans la rue, je vois quelqu'un qui tombe, je vais l'aider spontanément. Peut-être que je vais agir sur la personne parce que je l'aurais aidée spontanément et qui elle-même de son côté, si elle voit quelqu'un qui a besoin d'aide, va peut-être de son côté aussi agir spontanément envers quelqu'un d'autre. Ce qu'on appelle le fameux effet papillon. Là, on est vraiment dans la transaction. Donc le débat entre le déterminisme et la liberté de choisir, évidemment, ça fait couler beaucoup d'encre, hein. Dans l'idée des saints, c'est de se situer un peu entre les 2, de considérer qu'il existe bien des déterminants, hein, l'histoire du sujet, sa culture, ses caractéristiques, ses cognitions, mais que chaque personne peut apprendre à devenir acteur de son existence, en prenant compte, ses particularités et comment est-ce qu'il peut les développer dans son environnement. Donc l'objectif n'est pas de modifier les individus, de les changer. On n'a personne à dire à quelqu'un ce qu'il doit être, mais c'est comment est-ce qu'il peut comprendre comment il fonctionne pour lui tirer le meilleur de lui-même. Donc dans le fonctionnement des saints, on va voir que, autour de ce du centre qui se concentre sur l'innovation de la formation, l'objectif, ça va être de comprendre, hem, comment, chaque apprenant va pouvoir, développer, ses compétences, prendre conscience de qui il est. On n'agit pas sur la personnalité, le niveau d'intelligence de quelqu'un, mais par contre, on peut, l'aider à prendre conscience de comment il fonctionne, de ses compétences cognitives, sociales, conatives et comment il peut les faire évoluer. Il y a aucune formation qui peut prétendre être capable de faire évoluer la personnalité au niveau d'intelligence de quelqu'un. On trouve souvent d'ailleurs ces termes dans les soft skills, hein, qui sont un petit peu, pour moi aujourd'hui, un peu un fourre-tout parce qu'on a encore du mal à définir clairement ce que sont que les soft skills. Donc je vous propose aujourd'hui d'explorer le modèle de la capacité d'agir et voir comment est-ce que tout ça, peut permettre d'innover un petit peu les formations. Donc imaginez que, quand je parlais que votre cerveau passe son temps à faire, en permanence, des évaluations cognitives, imaginez que ce matin, vous vous réveillez en retard parce que, votre enfant est malade, il a besoin de plus d'attention et cetera et donc vous commencez la journée un petit peu tendue, hein, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps voilà, pour vous préparer, vous risquez d'arriver au travail. Vous êtes enfin au travail, vous êtes complètement concentré dans votre travail et d'un seul coup, on vous appelle pour vous dire qu'il faut aller chercher votre enfant à l'école, parce qu'il a une forte fièvre, il peut pas rester à l'école, il faut venir le chercher maintenant pour l'emmener chez le médecin. Donc vous vous dépêchez, vous avez des exigences importantes au travail, le stress commence à monter parce que vous vous demandez bien comment vous allez pouvoir, gérer vos réunions tout en allant chercher votre enfant. Donc vous allez faire une sorte d'évaluation, ce qu'on appelle primaire et secondaire. C'est-à-dire que votre cerveau va à ce moment-là, évaluer,
l'impact de la situation, en quoi c'est stressant, ce que vous risquez d'y perdre, est-ce que, vous avez un enjeu important à pas participer à réunion, à peut-être pas pouvoir faire une conférence que vous devez animer et les ressources que vous avez à votre disposition. Donc ça va être à la fois vos ressources cognitives, hein, mais aussi, les ressources, matérielles et de soutien. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, je peux compter sur un collègue? Est-ce que je qu'on peut compter sur un enseignant qui va pouvoir, prendre ma place le temps que je revienne? Donc ces évaluations primaires et secondaires, le cerveau qui les fait en permanence pour toutes les situations, va permettre de s'ajuster au fur et à mesure et mettre des stratégies d'ajustement. Alors comment ça se modélise tout ça? Justement dans le chez Humans Matter et dans le cadre dessin, on a imaginé, enfin notre directrice scientifique Stéphanie de Chalvron, a imaginé toutes ces histoires de perception de la situation, de transaction sous forme d'un modèle. Donc vous avez dans la bulle bleue ici, tout ce qui peut déterminer une personne, hein. Donc aujourd'hui, on est en capacité d'avoir des questionnaires scientifiquement validés qui peuvent, venir, mesurer, pas mal de choses qui nous déterminent. Alors on peut pas tout évaluer évidemment, mais on peut évaluer beaucoup de choses aujourd'hui, ce que s par exemple les motivations, puisque je vois quelqu'un qui disait tout à l'heure que ce qui pouvait bloquer l'apprentissage, ce sont les motivations. On a les moyens aujourd'hui de pouvoir évaluer les motivations intrinsèques ou extrinsèques des étudiants, par exemple. Mais on peut aussi évaluer, leur sens de cohérence, qu'est-ce qui fait sens pour eux dans leur formation. On peut aussi évaluer leur croyance en leur capacité à atteindre les objectifs, ce qu'on appellera le sentiment d'efficacité personnelle. Bref, on peut évaluer un ensemble de choses qui va permettre de comprendre comment ce qui détermine une personne va leur permettre de faciliter ou pas d'être acteurs de leurs apprentissages. Et le fait d'être acteur de cet apprentissage, ça va être dans la bulle verte, ce qu'on appelle les issues, hein, ce qu'on cherche à mesurer. Et notamment, être acteur, ça s'appelle, chez Albert Bandura, il a nommé il l'a défini sous ce terme-là, c'est-à-dire le fait d'être agentif, d'être agent de sa vie, de ses apprentissages. Donc, on parle d'agentivité. Le terme d'apprenance, c'est aussi de l'agentivité, c'est la capacité à pouvoir être acteur de ses propres apprentissages. Mais entre les 2, on va avoir des facteurs et c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Comment est-ce que ça se définit au niveau de nos cognitions? Des facteurs qui vont venir influencer ces déterminants qui nous conditionnent. Donc dans ces facteurs notamment, on va avoir ces fameuses perceptions, le petit tableau que je vous ai montré juste à l'instant, c'est-à-dire comment est-ce que je perçois la situation? On peut le mesurer par du stress perçu. Mais aussi, comment est-ce que je perçois le fait que je peux contrôler la situation? Est-ce que j'estime que la situation peut dépendre de mes actions ou est-ce que j'ai pas la main? Est-ce que je peux compter aussi sur le soutien des autres? C'est ce qu'on va appeler le soutien social perçu, hein. Donc, est-ce que je sens que j'ai des personnes autour de moi qui peuvent être à la fois disponibles et compétentes pour répondre à mes besoins? Donc, toutes ces ressources qui sont à la fois la perception de la situation et la perception des ressources que j'ai à ma disposition vont venir booster l'effet, ou limiter l'effet des déterminants qui nous conditionnent. Et en même temps, une fois qu'on va avoir toute cette perception de situation, si on est face à une situation complexe, par exemple, on va mettre des stratégies d'ajustement. Imaginons que, vous soyez avec un apprenant qui soit en stress parce qu'il se sent pas prêt pour son examen. Si sa façon de se comporter, c'est de réguler son stress en allant boire un verre avec des copains la veille de l'examen pour pouvoir limiter son stress, on va être dans des stratégies d'ajustement qui va limiter le stress sur le moment. Mais le lendemain, cette stratégie d'ajustement, elle va être complètement inadaptée parce que le fait qu'il n'ait pas révisé ses examens en allant boire un coup avec ses copains pour mieux gérer son stress de la veille, va faire que son stress va être encore plus fort le jour de l'examen. Donc là, on voit bien qu'on va être dans une stratégie d'ajustement qui va réguler un stress sur le moment, mais qui va être complètement inadaptée à la situation, qui induit ce stress à la base. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les stratégies de coping. On verra ça tout à l'heure. Hem, c'est ce qu'on appelle, c'est dans c'est la petite bulle bleue. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau qui fait en permanence des évaluations de nos cognitions, de nos ressources, de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on a à notre disposition, toutes ces variables, on peut les étudier aujourd'hui, on peut les mesurer, mais on va à la fois mesurer les variables dépendantes les unes des autres, mais aussi les impacts qu'elles vont avoir les unes sur les autres. C'est ça qui va être hyper important et qui va notamment, pointer cet effet de transaction entre les variables. Donc quand on parle de capacité d'agir, de quoi on parle? La capacité d'agir, ça va être pour un apprenant, sa façon d'être autonome, de pouvoir exercer une influence sur son environnement, notamment sur ses apprentissages,
en prenant des décisions et en assumant la responsabilité de ces décisions. Et la capacité d'agir, bah, c'est tout simplement la capacité à exercer son agentivité dans le temps. Donc, ce modèle que je vous ai présenté juste à l'instant, c'est ce qu'on appelle un protocole de mesure, parce que par exemple, sur un parcours de formation auprès d'apprenants, on va mesurer tous ces facteurs-là sur plusieurs temps, avec au minimum un mois d'écart entre les temps de mesure pour voir leur impact. Et ça va nous permettre également de voir un petit peu l'impact que peut avoir un parcours de formation sur les cognitions de nos apprenants. Une bonne agentivité, ça va être donc la capacité pour l'apprenant d'être capable d'influencer son propre avenir. Pour ça, il va falloir qu'il mette des actions volontaires, de les contrôler et d'en maîtriser les effets. Ça veut dire qu'il s'agit pas pour lui seulement de réagir ou d'être juste quelqu'un qui va être, un réceptacle d'informations par rapport à ce que les enseignants vont pouvoir lui transmettre. Il va falloir qu'il aille au-delà des événements et qu'il, réfléchisse un petit peu comment est-ce que ce qu'il apprend va pouvoir influencer son environnement dans ses actions, dans ce qu'il va pouvoir projeter sur l'avenir. Donc comment est-ce qu'il va pouvoir engager sa responsabilité? Ce sentiment cette agentivité, elle peut pas se faire sans ce qu'on appelle le fameux sentiment d'efficacité personnelle. Vous avez peut-être tous entendu parler de ce sentiment d'efficacité personnelle qu'on appelle aussi le CEP, qui a été aussi un concept désigné par Albert Bandura dans les années 80, qui est la croyance qu'on a dans sa capacité à pouvoir atteindre ses objectifs. Pourquoi est-ce qu'il y a pas d'agentivité sans sentiment d'efficacité personnelle? Tout simplement parce que, on se doute bien que si quelqu'un, ne se sent pas capable, ne croit pas en sa capacité à atteindre ses objectifs, il va même pas déclencher d'action volontaire pour pouvoir essayer d'y arriver. Ou alors au premier obstacle, il va se dire: «Bah, je savais bien, c'est pas possible». Donc toute l'enjeu dans les parcours de formation, ça va être de booster ce sentiment d'efficacité personnelle pour que l'apprenant se sente capable d'atteindre ses objectifs dans ce qu'on lui apprend. Alors, il y a plusieurs sources d'élaboration du sentiment d'efficacité personnelle. Il y en a 4 principales. L'une, c'est l'expérience de maîtrise, c'est-à-dire la capacité de pouvoir, se rappeler de manière active tout ce qu'on a pu réussir, hein, pour s'appuyer dessus. Alors évidemment, il y a des expériences de maîtrise qui peuvent être aussi ratées, hein, et si elles sont trop importantes, on va tomber dans ce qu'on appelle, l'impuissance apprise, concept mis en avant par, Seligman. L'objectif étant de leur rappeler de quoi ils ont été capables, et de transférer les compétences. La deuxième, la deuxième source qui permet de construire le sentiment d'efficacité personnelle des individus, ça va être aussi l'expérience vicariante. C'est le fait d'observer les autres. Alors évidemment, observer les autres, chez les enfants, ça fonctionne très, très bien. Est-ce que, l'expérience de maîtrise inclut le feedback extérieur? Alors le feedback extérieur, on va l'avoir davantage dans la persuasion verbale. Je vais y venir après. L'expérience vicariante, elle fonctionne très bien chez les enfants. Par exemple, dans une école de maternelle, si vous observez une classe, vous voyez très bien qu'un enfant qui va, par exemple, prendre un jeu, essayer de mettre des formes dans des trous, bah, vous pouvez être sûr que, dans la seconde qui suit, vous allez avoir un autre enfant, dès que le jeu va s'y libérer, qui va essayer pour voir s'il peut faire comme le copain. Alors chez les adultes, ça marche un petit peu moins, l'expérience vicariante, parce qu'on est quand même très envahi par nos biais cognitifs ou nos croyances limitantes. Cette expérience vicariante, Albert Bandura l'avait mis en avant notamment par l'expérience de la poupée Bobo. Je ne sais pas si vous connaissez cette expérience de la poupée Bobo. Vous la retrouverez facilement, sur internet, notamment pour expliquer, comment pouvait se développer l'agressivité, la violence chez un enfant en regardant les adultes faire. Donc dans cette expérience, en fait, il met dans une pièce, un enfant qui a le droit à des jouets, un adulte qui sont des jouets réservés pour l'adulte et puis, l'enfant joue tranquillement en général et l'adulte lui, va utiliser les jouets il y a une grosse poupée en plastique alors au départ, il va jouer tranquillement et puis après, il va agresser cette poupée en la tapant, en prenant un pistolet pour lui tirer dessus et cetera. Il y a certains enfants qui sont même très mal à l'aise par rapport à l'action de l'adulte et qui peuvent même se mettre à pleurer une fois qu'ils voient l'adulte faire ça. Et une fois que l'adulte sort de la pièce, on va chercher l'enfant, on sort l'adulte de la pièce, on ramène l'enfant qui est tout seul dans la pièce et là on lui dit qu'il peut jouer avec tous les jouets qu'il veut.
Et ben, on voit très vite que même les enfants qui ont pleuré devant l'action de l'adulte, qui était agressif avec cette fameuse poupée, et ben, ils vont se mettre à faire pareil. Donc c'est ça l'expérience vicariante. Alors dans l'apprentissage, ce que ça peut apporter, c'est le fait de voir des étudiants qui, sont dans la voilà, qui sont dans la même promo que moi, qui ont mis des choses en place et que ça marche pour eux, il y a pas de raison que ça marche pas pour moi. La persuasion verbale, ce qui est une troisième source d'élaboration du CEP, là, on va revenir sur le fameux feedback extérieur, c'est, l'encouragement, hein, les retours qu'on peut faire. Alors la persuasion verbale, elle va être importante, notamment, si on est capable de donner aussi des axes d'amélioration. Il s'agit pas juste d'être bienveillant en disant: «C'est bien, continue comme ça». Il faut vraiment que la personne, sente qu'on lui donne des outils pour pouvoir progresser. Et enfin, la dernière, évidemment, ça va être l'état psychique, physiologique et physique dans lequel on se trouve. Vous vous doutez bien que si un apprenant arrive avec 42 fièvres parce qu'il a la grippe, ou qu'il a un symptôme grippal en classe et qu'il vient quand même en cours, sa croyance dans sa capacité à atteindre ses objectifs aujourd'hui va être largement limitée. À votre avis, et là je vous laisse répondre dans le Slack, quelle est la source d'élaboration parmi ces 4 qui vont avoir le plus d'impact au niveau de l'élaboration d'un sentiment d'efficacité personnelle chez vos apprenants? Est-ce que vous pensez que ce soit l'expérience de maîtrise? Donc on va dire l'expérience de maîtrise, ça va être le A, le B, ça sera l'expérience vicariante, le C, la persuasion verbale et l'état psychique et physique, ça sera le D. Alors en effet, j'ai eu pas mal de réponses, donc j'ai un peu toutes les réponses, mais j'ai eu pas mal de réponses C, hein, sur la persuasion verbale et c'est en effet la persuasion verbale qui va avoir le plus de poids. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite, au niveau des étudiants où on leur a donné un examen et il y a eu 4 groupes différents. Il y a un groupe où on leur a donné juste une note. Un deuxième groupe où on leur a donné une note plus un commentaire. Un troisième groupe, pardon, on leur a donné une note plus un, commentaire oral, l'autre étant un commentaire écrit dans le deuxième groupe. Et le quatrième groupe, pas de note, mais juste un commentaire oral. Et ben, il s'avère que, les 2 techniques qui ont le plus de poids sur, les étudiants qui pensent qu'ils pouvaient mieux faire sur la fois d'après, c'était les 2 derniers avec le commentaire oral. Hein, donc c'est hyper important en effet au niveau de nos apprenants de pouvoir leur faire des feedbacks, mais pas c'est en effet des feedbacks qui vont leur permettre de leur dire, bah, la bienveillance, c'est aussi être capable de dire à son apprenant: «Ce que tu viens de faire, c'est pas OK, voire c'est bullshit, ça marche pas du tout, c'est pas bon, c'est même très mauvais, mais par contre, je vais t'accompagner et tu as la possibilité de pouvoir, évoluer et je vais te montrer comment». Voilà, c'est ce qui aura le plus de poids en effet là-dessus. Oui, on peut dire qu'en effet, ça peut avoir un effet sur le ça se relie aux effets Golem et Pygmalion, tout à fait. On classe-t-on le fait de ne pas avoir une promotion, mais ce n'est pas du verbal, mais c'est un feedback extérieur? Je comprends pas la question, mais je reviendrai dessus. Donc, il faut juste un petit là, je vais être rapide sur la différence. Je vais juste vous faire un petit point sur le sentiment d'efficacité personnelle, confiance en soi, estime de soi, parce que souvent, il y a un mélange autour de tout ça. Et il faut quand même, voir que comprendre que ces termes sont liés entre eux, mais sont assez différenciés. Vous allez avoir, le sentiment d'efficacité personnelle qui sera davantage donc cette croyance que je peux atteindre mes objectifs, hein. Donc cette croyance que je peux atteindre mes objectifs, ça va être plutôt se traduirait vers cette phrase: «J'y arriverai». La confiance en soi, elle va être, vraiment liée, au sentiment qu'on a, sur le fait de, est-ce que je me sens capable de faire face à une situation? Mais on va pas forcément se mettre en action pour autant. On peut avoir confiance en soi et pas s'y mettre. Donc ça peut être aussi, bah, j'y vais ou j'y vais pas, tout simplement, sans savoir si on va y arriver. L'estime de soi, évidemment, c'est plus sur la valeur, hein, qu'on porte à sa propre personne. Donc ça se traduirait davantage par: «Je le mérite». Donc vous l'avez compris, l'estime de soi et la confiance en soi, hein. L'estime de soi, on va être plus sur le mental, alors que la confiance en soi, elle va être destinée davantage à agir sur l'action.
Le focus sur la confiance en soi, 2 petites secondes. Ce qui est important de comprendre dans la confiance en soi, c'est que, il faut le développer aussi parce que, c'est ce qui va être important, c'est d'aider les élèves à pouvoir résister au conformisme du groupe. C'est être capable en effet de pouvoir, ne pas être trop sensible au regard des autres, à la pression sociale, au regard de l'enseignant, donc être capable de pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord avec une idée sans avoir peur du regard de l'autre. Donc c'est évidemment important de le défi de le développer au niveau de ses apprenants, mais ça va pas suffire pour pouvoir le mettre en action. L'estime de soi, je fais un petit focus là-dessus parce que souvent on pense qu'un étudiant qui a pas une bonne estime de soi n'est pas capable de réussir. Alors là, je mets un petit bémol, parce qu'on a pu voir dans les expériences, qu'il y avait quand même une ambivalence vis-à-vis de ça et qu'il y a des personnes qui peuvent, tout à fait avoir une très faible estime d'eux-mêmes et mettre en place des stratégies de on va dire, de préservation de leur ego qui vont être très utiles, pour leur apprentissage. Alors là, par rapport à tout ce que je viens de vous définir sur le sentiment d'efficacité personnelle, je vous ai préparé une 2-3 petites slides de quiz pour voir un petit peu ce que vous avez retenu de ce que je viens de vous dire. À votre avis, le sentiment d'efficacité personnelle, c'est plus une capacité du coup à atteindre ses objectifs, une évaluation globale de la confiance en soi, de l'estime de soi, une croyance en sa réussite dans un domaine particulier de la vie ou une perception subjective de sa capacité à accomplir les tâches? Je vous laisse dans le chat répondre un petit peu entre 1, 2, 3, 4 ce que vous pensez qui peut être le plus pertinent et je vous donne la réponse après. Donc, ce qui va être le plus pertinent, ça va être la perception subjective de sa capacité à accomplir des tâches. Pourquoi? Parce que, hem, en fait, le on a on il y a 2 types de sentiments d'efficacité personnelle. Ce qu'on va mesurer souvent, c'est le sentiment d'efficacité personnelle global des apprenants, hein, leur capacité à croire qu'ils peuvent atteindre leurs objectifs. Mais on a aussi des sentiments d'efficacité personnelle, ce qu'on appelle spécifiques, plus ciblés. Par exemple, je peux me sentir capable de réussir en mathématiques, mais pas me sentir capable de réussir en français, hein. Donc, l'objectif est vraiment de savoir comment est-ce que je vais être capable de mobiliser mes ressources pour faire face à différentes situations avec succès. À votre avis, quelle est l'affirmation correcte concernant les sources d'élaboration du CEP? Est-ce que vous pensez que, ce sont plutôt les émotions qui influencent la perception de notre propre efficacité? Est-ce que vous pensez que c'est les expériences de maîtrise qui vont uniquement, se référer à nos réussites? Est-ce que ça peut être les expériences qui consistent à observer les autres qui vont nous permettre d'être plus performants qu'eux? Ou enfin la persuasion verbale qui a pour objectif d'augmenter les performances en attribuant de bonnes notes? En effet, je vois qu'il y a beaucoup de réponses 1 et ça va être en effet la 1, hein. Ça va être nos émotions qui peuvent influencer la perception de notre propre efficacité, hein, puisque, les réactions physiologiques et émotionnelles, elles vont influencer ce sentiment d'efficacité personnelle. Les expériences de maîtrise, bah, si elles peuvent avoir une bonne influence si on se concentre sur les réussites, hein, mais il peut y avoir aussi les défaites. Les expériences vicariantes, elles ont pas pour objectif d'être plus performants que les autres, hein, mais c'est de se dire que si les autres sont capables, je peux faire aussi. Et en effet, la persuasion verbale, par les encouragements, les retours positifs, elles vont renforcer la croyance en sa propre capacité. Alors, évidemment, dans tout ce sentiment d'efficacité personnelle, il va falloir que vous fassiez face aussi aux fameuses croyances limitantes ou les biais cognitifs, hein, de vos apprenants. Donc l'important, ça va être en effet de les aider à découper par étapes quand ils se sentent pas capables de pouvoir atteindre leurs objectifs. Donc là, je vous ai mis un petit exemple, hein, de comment est-ce qu'on pouvait, les amener à
à aller d'étape en étape. L'objectif, c'est qu'à chaque étape, alors d'abord qu'il puisse remplacer sa croyance, limitante par une croyance positive, hein, et puis de faire un feedback, hein, puisqu'on a pu voir que la persuasion verbale était quand même celle qui avait le plus de poids, pour permettre à un apprenant de croire en ses capacités. Donc les principes d'action auprès de l'apprenant pour développer son sentiment d'efficacité personnelle, ou alors auprès de ses collaborateurs, hein, puisqu'on peut aussi avoir, une équipe d'enseignants, hein. Ça va être, de les aider aussi à avoir des objectifs proximaux. C'est-à-dire que des objectifs trop vagues ou trop lointains, les apprenants vont pas réussir à se projeter dessus. Ça va être aussi de favoriser le travail en petits groupes. On se rencontre et je pense que vous, enseignants, moi, pour le coup, j'ai enseigné pendant plusieurs années à des master 2 en psychologie à l'université de Bordeaux. Je vois bien que les faire travailler en groupe, les aide pas forcément pour autant à développer l'intelligence collective. Il y a vraiment un travail de fond à faire derrière, et leur, à peut-être mettre en place des pédagogies, actives. Moi, je fais beaucoup de classes inversées en prenant des groupes d'étudiants volontaires que j'accompagne, hein, évidemment, au cours de ces cours pour leur apprendre un petit peu à voir, comment est-ce qu'ils peuvent, en petits groupes, travailler cette intelligence collective. Évidemment, il y a le feedback et les encouragements, on a vu ça tout à l'heure. Développer l'esprit de conquête. Alors je parle d'abord, tout à l'heure, je parlais des objectifs proximaux, qu'il fallait pas qu'ils soient trop lointains. Il faut aussi que dans les objectifs qu'on fixe aux étudiants, il y a un petit peu de difficulté. Parce que sans difficulté, il y a pas de sentiment d'efficacité personnelle, hein. On a le terme efficacité, c'est-à-dire qu'il faut quand même, que l'étudiant sente qu'il y a un effort à fournir, et qu'il se sent capable d'atteindre ses objectifs en mobilisant toutes ses ressources cognitives. Et enfin, évidemment, les apprendre à accepter l'échec, hein. On a beaucoup d'étudiants qui, ne savent pas apprendre à apprendre. Et donc les aider à développer aussi cette, pensée réflexive qui est indispensable, dans le fait d'être acteur. Parce que si on comprend pas, ce qui nous a bloqué, ce qui nous a permis de réguler notre stress, ce qui nous a permis d'être plus performants à tel ou tel examen, ce qui m'a permis de développer une motivation, qui a fait que je me suis sentie plus engagée, ils seront incapables derrière de pouvoir reproduire leurs activités. Donc là, je vous fais une petite énigme, avant de vous faire la suite, pour faire travailler un peu vos neurones aussi, puisqu'on est sur les sciences cognitives. J'imagine que, certains d'entre vous connaissent bien cet exercice. Pour ceux qui connaissent pas, l'objectif étant de relier les 9 points, en traçant 4 droites sans jamais lever votre crayon. Donc si vous avez une petite feuille et un stylo à disposition, je vous invite à pendant quelques minutes à tester ce petit défi. Je vous laisse quelques minutes. Ceux qui ont déjà réussi, vous pouvez mettre avec vos petits émoticônes, le fait que vous avez réussi. OK, super, parfait. Là, je vous invite à prendre la parole pour ceux qui veulent. Est-ce qu'il y en a qui commencent à s'énerver parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution? Ouais, je vois. OK. Est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a qui, est-ce qu'il y en a qui, là, je vais vous donner la solution pour ceux qui l'ont pas trouvée. Est-ce qu'il y en a qui, auraient voulu que je leur laisse plus de temps pour pouvoir trouver la solution? Pour ceux qui l'ont pas encore trouvée.
OK. Allez, je vous donne la solution. Donc l'objectif de cette solution, c'est d'être capable de sortir des sentiers battus, ce qu'il va falloir faire avec nos apprenants, hein, pour être capable de les aider un petit peu à sortir de leur carcan. Alors pourquoi est-ce que je vous ai fait faire cet exercice? C'est pour vous montrer l'importance de la flexibilité cognitive, notamment, au sein des apprenants. Cette flexibilité cognitive, c'est ce qui va permettre en effet, dans cet exercice, hein, que je viens de vous faire, on peut voir que, tant qu'on reste coincé dans ce fameux carré, hein, dans lequel étaient, inscrits ces 9 points, aucune solution n'est possible. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cadre de référence. Quelque part, les apprenants, ils vont avoir aussi une vision, du monde, d'eux-mêmes, des autres, hein, avec, tout un ensemble d'idées sur la manière dont ils fonctionnent, de comment les gens devraient fonctionner, hein, ce qu'on va appeler le fameux cadre de référence qui est un peu la grille de lecture, qui à chaque instant va permettre aux apprenants de décoder les situations, qu'ils vivent et leur donner du sens pour y réagir. Si, on n'arrive pas à résoudre une problématique, notamment là en sortant de ce carré, parce que ça nous limite, l'objectif c'est comment est-ce qu'on sort de ce cadre de référence? Donc on peut voir que dans certaines problématiques, il va falloir amener les apprenants notamment, quand ils arrivent devant des problématiques qui leur semblent des fois insolubles, de sortir de ce fameux cadre de référence pour pouvoir, sortir de leur vision habituelle, et être capable de trouver des issues à leur impasse. Et pour ça, on a besoin des autres. On a besoin des autres pour pouvoir sortir de nos carcans. Donc cette flexibilité mentale, c'est elle qui va venir stimuler la fameuse créativité, qui va permettre d'emprunter des chemins nouveaux. Et si elle est en panne, et ben, en général, on va rester prisonnier de notre cadre. Et c'est là que, il va être important d'engager les apprenants à pouvoir faire appel à d'autres personnes, développer cette fameuse intelligence collective qui va les aider à imaginer des solutions nouvelles et pas s'appuyer que sur vous en tant que formateur, mais d'être capable de s'appuyer aussi sur toutes les ressources que peuvent avoir leurs collègues. Donc là, maintenant, ce que je vais prendre le temps de faire, alors avant de vous donner des exemples concrets, hem, auprès des apprenants qu'on a pu voir au niveau des écoles supérieures et pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on a pu sur le terrain, développer, des compétences, des soft skills auprès des étudiants tout en mesurant justement à travers ce protocole de la mesure de la capacité à agir, comment est-ce qu'on a pu adapter, au cours de leur processus de formation, hem, des modèles, des activités, des ateliers qui ont permis de répondre à leurs besoins, de les aider à comprendre, comment ils percevaient leur environnement, l'impact que ça pouvait avoir sur leurs apprentissages et ajuster en fonction de ce qui ressortait comme résultat. Donc je vais vous donner 2 exemples. Un qui est sur des élèves, on va dire internationaux qui venaient apprendre la langue enfin qui étaient plutôt dans la section FLE, à Sciences Po Rennes et d'autres étudiants qu'on a accompagnés. Ils étaient plus de 800 étudiants, sur une école de commerce. Avant, je vais vous laisser le soin peut-être de poser quelques questions sur tout ce que je viens de vous dire, si vous avez besoin que j'éclaircisse un petit peu plus certains concepts avant de pouvoir, vous montrer ces exemples concrets. Donc là, je vous propose de prendre la parole directement, pour pouvoir, poser vos questions. Vous pouvez agir sur vos petits micros si vous avez besoin. Pas de questions pour le moment, tout est clair? OK. Donc sur Sciences Po Rennes, hem, on était avec des étudiants
Donc ils venaient d'arriver, alors ils sont arrivés en septembre. On a mis un protocole de mesure de la capacité d'agir pour comprendre un petit peu, alors l'objectif étant que chaque étudiant puisse comprendre où il en était lui-même dans sa propre agentivité face à ses apprentissages. Donc on a mis en place un questionnaire du protocole de la capacité d'agir. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure sur les slides que je vous ai montrés, ce protocole de la mesure de la capacité d'agir, c'est un modèle intégratif. C'est-à-dire que, en fonction, de l'écosystème dans lequel on va mesurer, on va choisir les questionnaires. Donc là, il y avait des questionnaires notamment, sur la motivation, sur les traits de personnalité, sur le sens de cohérence, qu'est-ce qui faisait sens pour eux dans leurs apprentissages. Et puis, on a mis en place aussi tous les questionnaires autour de la perception des situations, hein. Donc ça va être le stress perçu, le soutien social perçu, le contrôle perçu, et tout ce qui va être aussi les fameuses stratégies de coping, c'est-à-dire les stratégies d'ajustement. Comment est-ce qu'ils font face aux situations complexes? Dans l'analyse des résultats de ces étudiants, on avait plutôt une agentivité, un sentiment d'efficacité personnelle qui était relativement de bonne qualité. La problématique, c'est que, sur le collectif, l'ensemble de ces étudiants avaient un stress perçu extrêmement fort. Tellement fort que ce sentiment d'efficacité personnelle qui était pourtant de bonne qualité, n'avait aucun impact sur l'agentivité de ces étudiants. C'est-à-dire qu'il bloquait tout. Et parmi les thèmes qui étaient abordés sur ce stress perçu, on avait essentiellement la problématique de la barrière linguistique, de l'intégration sociale, des situations financières difficiles, du choc culturel, de la pression académique et des problèmes administratifs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'au cours d'un débrief collectif, donc ça on fait ça, en animation, hein, que ça peut être en visio ou en présentiel. Je les ai mis par groupe de 5 et chacun, dans chaque groupe, ils ont tous eu un thème, donc soit la barrière linguistique, l'intégration sociale, et cetera, le choc culturel, et ils devaient tous rechercher ensemble les ressources internes et les ressources externes qu'ils pouvaient avoir à leur disposition pour pouvoir faire face à ces défis, qui les stressaient au quotidien dans leurs apprentissages. Ce qui s'est passé, donc je leur ai laissé une vingtaine de minutes. Ce qui s'est passé, c'est que, en mettant en place ces stratégies concrètes, et ben, on a renforcé, par exemple, ce qu'on appelle le contrôle interne. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrôle interne? C'est le contrôle perçu. Il y a 2 types de contrôle, quand, j'évalue la situation. Il y a le contrôle interne et le contrôle externe. Le contrôle interne, c'est de penser que, la situation dépend de mes actions. Le contrôle externe, c'est plutôt de penser que la situation, dépend des autres. De mes professeurs, de voilà, de l'administration, des gens qui vont m'accueillir ou de facteurs externes comme la chance, Dieu, le karma, et cetera. On avait quand même des étudiants qui étaient très très tournés sur le contrôle externe en pensant qu'ils avaient pas la main, sur ce qui pouvait les stresser, et en travaillant sur ces ressources internes, on a pu lever tout ça, hem, les ressources externes également. On a pu lever tout ça. C'est des étudiants qui 3 mois après, quand je les ai retrouvés, se sont sentis capables de faire face aux défis parce qu'ils avaient justement été capables de percevoir l'environnement autrement, en travaillant autant leurs ressources cognitives, que, les ressources qu'ils pouvaient avoir à leur disposition, que ce soit aussi le soutien social, comment est-ce qu'ils pouvaient, s'appuyer sur les autres, comment est-ce qu'ils pouvaient, trouver des solutions innovantes pour faire face à tout ça. Et pour la première fois, ça a été un chouette retour de la part du professeur de cette promotion de Sciences Po Rennes. C'est qu'il nous a mis par mail que pour la première fois, il avait pu aller, au bout du dispositif, dans son travail de groupe, qu'il d'habitude dans les autres années, il n'arrive pas à mettre en place, parce que justement on avait travaillé toute cette capacité d'agir auprès des étudiants, qui avaient pu du coup se mobiliser davantage, mettre du sens sur leurs apprentissages et surtout, pouvoir réguler leur stress, et permettre à ce fameux sentiment d'efficacité personnelle qui était quand même très bon à la base, de pouvoir s'exprimer. Et là, on a des étudiants qui ont été force de proposition, alors qu'au début, pendant les 3 premiers mois, ils étaient extrêmement passifs. On est intervenu aussi, je vous donne un autre exemple sur,
des étudiants qui étaient donc, qui ont fait 2 ans de prépa, et qui sont arrivés en première année d'école de commerce. Une des grandes écoles de commerce qui est dans le top 10 actuel. Pareil, on leur a fait passer un protocole de mesure et ce qui ressortait dans ces résultats collectifs, c'est que c'est des personnes qui avaient plutôt, une forte croyance dans leur capacité à pouvoir atteindre leurs objectifs, hein, à gérer leur stress. Donc eux, il y avait pas de souci par rapport au stress. Ils avaient plutôt une bonne agentivité et un bon sentiment d'efficacité personnelle. Par contre, on avait des étudiants qui avaient des motivations extrêmement externes, très peu de motivation interne. Donc, l'objectif étant de gagner de l'argent, d'avoir un bon diplôme, d'avoir un statut, d'être dans cette école parce qu'elle avait une bonne réputation, mais très peu de motivation interne. Des difficultés aussi à activer l'intelligence collective, c'est-à-dire que dans ces écoles, ils font beaucoup de travail de groupe, beaucoup d'implication dans des associations. Hem Et en fait, on s'est aperçu que, ces étudiants qui fonctionnent en groupe permanent tout le temps en groupe, en permanence, étaient très tournés sur eux en fait, hein, très individualistes, et aucun impact sur l'intelligence collective. Et d'ailleurs, le soutien social perçu qui était plutôt bon dans leur protocole, hein, dans les résultats collectifs, en fait, il avait pas d'effet sur l'agentivité parce que, il dépassait pas le rôle de régulation de stress. C'est-à-dire que j'allais vers les autres pour, réguler mon stress, mais en aucun cas, c'était un soutien social qui permet de développer la coopération et la collaboration. Il y a un contrôle interne très, très faible. C'est-à-dire qu'on avait des étudiants, qui ne se sentaient absolument pas responsables de ce qui se passait. Donc pas de prise d'initiative, pas de capacité à apprendre par l'erreur, en se remettant en question, en étant capable de mettre des stratégies d'apprentissage efficaces, de comprendre ce qui avait fonctionné, pas fonctionné, pourquoi. Donc ce qu'on a mis en place dans leur parcours là, dans les 3 mois qu'on suivi, c'est des ateliers qui ont mis le focus sur les motivations, l'intelligence collective et le fameux contrôle interne pour les aider un petit peu à reprendre la main sur tout ça. Et le fait, on a refait une mesure de ces étudiants un petit peu plus tard et tout a basculé puisqu'on on s'est retrouvé avec des étudiants qui, du coup, avaient un contrôle interne beaucoup plus élevé, une capacité, du coup, à pouvoir s'engager, à être force de proposition dans les associations dans lesquelles ils étaient. Une capacité aussi, davantage à sentir que, dans l'intelligence collective, de plus avoir peur de partager, bah, ce qu'ils pouvaient faire, que ce qui pouvait servir, plutôt que d'avoir peur que les autres se servent de leurs idées ou de leur travail, être fier que ça puisse, aider quelqu'un d'autre. Donc on a complètement basculé, au niveau de l'ambiance collective et de leur capacité à pouvoir s'entraider les uns les autres. Donc c'est des étudiants qui ont aussi pris conscience. On a beaucoup travaillé aussi sur, pour les motivations, externes. Par exemple, c'était des étudiants qui travaillaient beaucoup sur, cette histoire d'empreinte carbone. Alors ils savaient faire, ils savaient comment la calculer, ils savaient que c'était important. Mais après plus tard, savoir à quoi ça allait leur servir et comment ils allaient pouvoir impacter la société par rapport à ce qu'ils apprenaient, il y avait aucune prise de conscience par rapport à tout ça. Donc on a beaucoup travaillé aussi sur la projection avec eux, au-delà de leur inscription dans cette école de commerce. Donc ce qui va être important dans toute cette approche, des sciences cognitives, chez les apprenants, c'est à la fois de développer cette fameuse agentivité individuelle qu'on vient de définir beaucoup ensemble, là, au cours de ces slides, mais aussi de pouvoir impacter l'agentivité collective. Hein, donc pour rappel, l'agentivité individuelle, ça va être la capacité pour l'apprenant à pouvoir s'engager activement, exercer une forme d'autonomie, hein, dans ses apprentissages. Donc c'est ce qui va lui permettre d'innover dans son apprentissage, de pouvoir aussi utiliser tout ce qui va être autour du contexte numérique, hein, qui est quand même très présent aujourd'hui dans nos formations et puis de devenir co-créateur de ses propres apprentissages. L'agentivité collective, elle va davantage désigner la capacité du groupe
à pouvoir atteindre des objectifs communs. Donc l'objectif, c'est de leur permettre, en ayant une bonne agentivité individuelle, d'être capables de mobiliser toutes leurs ressources, toutes leurs cognitions, toutes leurs compétences et leur pouvoir d'action de manière concrète pour atteindre cet objectif. Donc de prendre des initiatives collectives qui va nécessiter forcément un esprit de collaboration, de coordination qu'on n'a pas dans l'agentivité individuelle. Donc contrairement à l'agentivité individuelle, hem, qui met l'accent sur l'autonomie de la personne, l'agentivité collective, elle va vraiment émerger dans un contexte organisationnel et social, hein. Donc va y av il y a il faut forcément qu'il y ait une forme de synergie entre les membres pour qu'elle se développe et que chacun sente qu'il va contribuer à l'effort collectif, tout en influençant et en étant influencé par les autres. Donc moi, je vois dans des groupes d'étudiants. Donc je faisais de la pédagogie inversée, hein, ça fonctionnait bien et puis je leur avais aussi, créé un groupe WhatsApp où, chacun pouvait, poser des questions. Donc au départ, c'est moi en tant que professeur qui répondais et puis, petit à petit, j'ai invité, les apprenants, à être capables de répondre à ma place. Alors évidemment, j'ai gardé toujours un œil sur le WhatsApp pour vérifier, voilà, ce qui était juste, pas juste, de pouvoir, approfondir certains concepts qui étaient peut-être pas assez développés sur les réponses des étudiants. Mais l'objectif, c'est de pouvoir comment les uns les autres pouvaient, s'entraider, s'influencer aussi par leur attitude, se réguler, poser leur propre cadre, hem, partager aussi, leurs expériences et j'en ai une du coup qui a fait un travail extraordinaire. C'est qu'elle a repris tout le WhatsApp qui était quand même animé pendant 3 mois et dans un tableau Excel, elle a, remis toutes les questions, toutes les réponses qui avaient été données là-dessus, toutes les ressources, toute la bibliographie qui avait été transmise, pour que ça puisse être accessible à chacun des apprenants. Donc ça a dé ça ce groupe WhatsApp a vraiment permis de développer cette agentivité collective au sein des apprenants. Alors comment et pourquoi renforcer l'agentivité collective et individuelle? Je vous ai mis quelques petits exemples, évidemment qui sont loin d'être exhaustifs. Avant de vous laisser la parole pour qu'on puisse échanger, je vais vous laisser, une bonne demi-heure pour qu'on puisse échanger, de manière interactive sur tout ça. La motivation intrinsèque, l'objectif c'est, de percevoir que, ce qu'ils font dans leur apprentissage, ça a un sens, hein et donc ce sens notamment, il va renvoyer au concept de sens de cohérence, hein, ce sens de cohérence, par Antonovsky, qui définit 3 choses dans le sens de cohérence. Il va y avoir le fait que les objectifs sont clairs et compréhensibles, ça va être la compréhensibilité, mais aussi la capacité à gérer, c'est-à-dire par rapport à la perception qu'on a des situations, est-ce que je sens que j'ai les ressources nécessaires pour gérer mes apprentissages? Et puis ça va être aussi la significativité, c'est-à-dire est-ce que je sens que ça vaut le coup, ça vaut la peine de faire des efforts parce que ça va être utile pour moi, pour les autres, pour la société. Donc pour pouvoir, développer cette motivation intrinsèque, ça peut être intéressant, de faire des approches personnalisées pardon, avec des parcours modulables au sein de nos parcours de formation qu'on va co-construire avec nos étudiants. Hein, donc on a forcément une trame, nous, de ce qu'on veut leur apporter. Mais je pense que moi, pour avoir fait l'expérience, avoir laissé des étudiants co-construire certains modules par rapport à leurs attentes, ça a permis vraiment d'engager une motivation intrinsèque extrêmement forte. Une deuxième expérience que j'ai pu faire, au cours de mes a de mon expérience d'enseignante auprès des masters, ça a été de favoriser les apprentissages par projet. Pourquoi? Parce que les projets, ça encourage vraiment tout ce qui va être la notion d'innovation, de créativité, de résolution de problèmes, hein. Moi, j'étais avec des étudiants, par exemple, qui étaient, assez stressés et quand on a parlé de la perception des situations, tout à l'heure, on a pu voir qu'en fonction des situations, on va mettre des stratégies d'ajustement en place, ce qu'on appelle, dans la littérature scientifique, des stratégies de coping. To cope en anglais voulant dire, faire face. Dans la littérature scientifique, il y a 3 types, de coping. Celui qui est le plus valorisé dans notre société aujourd'hui, ça va être la résolution de problèmes, puisqu'elle permet de garder la tête froide et de trouver des solutions proactives pour résoudre les problématiques. Mais on a aussi le coping centré sur les émotions, qui a pour but de réguler les situations induites par des situations, difficiles.
Et puis, la recherche de soutien social. Contrairement au soutien social perçu qui est, je sens que j'ai autour de moi des personnes disponibles et compétentes si j'ai besoin, qui peuvent répondre à voilà, à des manques, pour atteindre mes objectifs. La recherche de soutien social en coping, ça va être une démarche active, d'aller partager ce qu'on vit avec les autres pour recevoir des conseils, de l'empathie, et avoir des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. En mettant cet apprentissage par projet, d'abord ça a permis aux étudiants qui étaient toute l'année, ensemble, de vraiment apprendre à se connaître. Hein, parce que, dans les apprentissages par projet, j'ai souvent eu, «Madame, moi je j'aime pas travailler en groupe, il y en a toujours qui travaillent plus que d'autres dans les groupes» et cetera. Donc ça, je leur ai dit: «Je veux pas en entendre parler». Par contre, j'ai mis un cadre. C'est-à-dire que je leur demandais, d'être capable de s'organiser en présentiel ou en visio, d'avoir au moins 2 heures de travail, pour que ce soit efficace et pendant ces 2 heures de travail, que chacun, à la fin de cette heure de travail, soit capable de dire la semaine d'après, ce que chacun doit faire comme action et ce qu'il va pouvoir apporter pour être dans une projection. Et en fait, ce qu'ils m'ont dit, c'est que chacun a pu, d'abord découvrir qui était qui, comprendre, ils avaient des modes de fonctionnement qui pouvaient être complètement extraterrestres pour eux quand ils voyaient, certains, de leurs collègues faire autrement. Mais du coup, respecter ces fonctionnements, que ce soit dans leur mode d'apprentissage, que ce soit, dans leur pensée critique, que ce soit dans leur manière de gérer l'urgence, dans leur besoin de planifier ou pas. Donc on a vraiment travaillé la collaboration, hein, donc les aider vraiment à chercher par eux-mêmes, les ressources, et ce qu'ils peuvent apprendre les uns des autres. Encourager l'apprentissage collaboratif et participatif, évidemment, le projet permet de faire ça, mais on peut aussi le faire à travers, les outils numériques, en permettant aussi des espaces virtuels. Moi, j'avais mis une plateforme où chacun, alors que ça peut être Miro, Notion, ils pouvaient même mettre des petites vidéos. Chacun présentait un peu son travail, que ce soit sous Word, sous forme de vidéo, leur expérience et chaque étudiant pouvait mettre des commentaires sur ce qui était mis. Alors évidemment, réguler les commentaires, l'objectif étant de pouvoir apporter, des ressources supplémentaires, de la bibliographie, des expériences similaires, pour pouvoir, enrichir tous les contenus pédagogiques. Être capable d'utiliser les ressources numériques pour cultiver l'autonomie, c'est aussi quelque chose d'important. On est quand même aujourd'hui dans une société d'info-obésité et ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aider les étudiants à être capable, d'utiliser, le fameux ChatGPT, hein, puisque, autant vous dire qu'en tant qu'enseignant de master, sur les examens ou les mémoires, j'ai des fois eu du ChatGPT, du début à la fin de certains mémoires, hein. Alors, les étudiants pensent qu'on peut pas le voir, mais on peut quand même tout voir. Donc l'objectif, c'est de les aider aussi à pouvoir développer ces fameuses, 5 C, hein. Je sais pas si vous vous rappelez ce que c'est que les 5 C? C'est la critique, la créativité, la communication, la collaboration et la conscience, qui sont toutes de choses, importantes dans la cognition, qui va permettre à travers ChatGPT, comment est-ce qu'on peut développer ces fameux 5 C? Hein, donc la critique, bah, ça va être de les aider, par exemple, à être capables à travers, ChatGPT de les aider à confronter les réponses, en regardant ce que peut donner d'autres outils, en recherchant les sources académiques, en étant capable aussi de reformuler leurs questions pour vérifier s'ils ont fourni, des perspectives variées sur le sujet, d'identifier les biais possibles. Donc là, au niveau de la critique, on peut tout à fait, utiliser ChatGPT. La créativité, c'est pareil, c'est-à-dire que l'objectif, ça va être de voir un petit peu, comment est-ce qu'ils peuvent brainstormer autour d'un projet, générer des idées originales, explorer des perspectives nouvelles à travers cet outil numérique et cette IA. La communication va être, l'objectif va être de les aider à développer, à être capable de formuler des idées claires, précises, bien structurées. Parce que si ChatGPT, on formule pas des idées claires, il peut nous répondre tout et n'importe quoi, hein. Donc, les aider à pouvoir, formuler clairement les choses et leurs objectifs pour obtenir des réponses pertinentes.
La collaboration, on peut le faire aussi, hein, avec l'IA, c'est-à-dire que, on peut l'utiliser comme une sorte de facilitateur pour collaborer, pour co-construire des idées ou des projets en groupe. Donc les aider à collecter des informations, explorer des perspectives, donc l'utiliser comme un outil, méthodologique pour les faire se discuter ensemble et enfin la conscience, hem, c'est peut être intéressant aussi, de les interroger, sur les enjeux éthiques et les impacts d'utilisation de l'IA, hein, autour de l'apprenance, quand ils l'utilisent, pourquoi? À quoi ça sert? D'avoir une utilisation responsable aussi de tous ces outils, pour qu'ils puissent, les mettre en pratique de manière, à développer leur agentivité au sein de leur apprentissage. Et enfin, ça va être aussi de valoriser les productions des apprenants. Alors les valoriser, c'est justement, sur les plateformes de partage dont je pouvais vous donner tout à l'heure l'exemple, où chacun pouvait déposer, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il avait appris, ce qu'il avait mis en place. J'ai réalisé que ça avait beaucoup plus d'impact, si moi je mettais des commentaires à côté. Si les autres étudiants pouvaient mettre aussi, des commentaires à côté et le fait de savoir que ça allait avoir une utilité concrète et que chacun pouvait utiliser les ressources de l'autre, ils s'impliquaient beaucoup plus davantage. Ils étaient capables de développer une motivation qui allait bien au-delà, des motivations externes. Voilà quelques exemples, de ce qu'on peut mettre en place, hem, avec les étudiants, pour favoriser leur cognition. Je vais vous laisser maintenant un temps de questions-réponses, pour qu'on puisse enrichir, ce webinaire autour des sciences cognitives, centrées sur l'humain enfin, notamment centrées sur nos apprenants. Merci en tout cas pour votre écoute active. Merci beaucoup Stéphanie. Je crois que tout à l'heure, il y a eu 2 questions qui ont voulu être posées par, Van et Nicole. Si vous souhaitez poser vos questions, c'est le moment. Vous pouvez prendre votre micro et avec plaisir. Prenez votre micro, n'hésitez pas à poser vos questions pour que tout le monde les entende. Oui, ma première question, bonjour, moi c'est Nicole. Ma première Bonjour, question, moi j'ai trouvé passionnant ce que vous dites, merci. Ma première merci à vous. c'est comment transférer ça, parce que vous avez été avec des étudiants qui ont déjà un cerveau qui est pratiquement formé, qui est pratiquement mature, mais comment le transposer à des enfants en primaire qui dépendent énormément des relations à l'autre. Oui, tout à fait. Alors Parce que en primaire, je pense qu'en primaire, évidemment, il faut adapter tout ça, mais voilà, leur, pointer, ce qu'ils ont réussi, les amener même, hem, à pouvoir voilà, à faire des petits projets de groupe et s'exprimer, hein, devant tout le monde et que chacun, soit capable, par exemple, de dire ce qu'il a apprécié, de ce qu'il a trouvé, d'impressionnant. En tout cas, de pouvoir se faire des feedbacks entre eux. Parce que moi, ce que je vois, c'est que, ça, c'est des choses qu'il faut aller, développer dès la primaire, justement, même voire dès la maternelle. Parce que cette histoire d'intelligence collective, ce travail de groupe, où, moi j'arrive en master 2 avec des étudiants où je me rends compte qu'on on les met en groupe à la fac, mais ils savent toujours pas ce que c'est que l'intelligence collective. C'est vraiment des choses qu'on peut développer dès la primaire. Mais il faut vraiment, instaurer cette histoire de feedback constructif, être capable de dire que, on a aimé ou pas aimé, mais de pouvoir argumenter derrière et l'objectif étant toujours de voir ce qu'on a appris de l'autre. alors ça, Et en primaire, les enfants, ils apprennent beaucoup les uns des autres. Ils vous le disent d'ailleurs. oui. Alors ça c'était la partie A de ma question. Maintenant, je vais poser la partie B de ma question parce que je suis présidente d'une association qui s'appelle Atout 10 Oui, et on s'occupe des troubles 10. Hein. Et oui, le problème, l'image de la poupée bobo, enfin, elle me parle vraiment parce que les enfants reproduisent vraiment ce qui se parle. Donc, les enfants qui ont des troubles 10 ou un trouble de l'attention ou un TSA ou quoi que ce soit quand ils sont en primaire, se construisent une mauvaise image d'eux, très souvent en raison du regard de l'adulte. Pas que l'adulte
et un regard qui veut les déconstruire, mais parce que l'adulte ne sait pas ce que sont ces troubles 10. Et les autres enfants font que ce que l'adulte fait. Donc, c'est vraiment l'exemple de la poupée bobo. Donc voilà, c'était ma deuxième question, parce que le feedback, très souvent, là, il est négatif pour ces enfants. Donc, est-ce que vous avez des Bien pistes sûr. avec votre expérience? Est-ce que vous avez des choses qu'on pourrait ajouter déjà à ce qu'on fait pour sensibiliser tout ça? Ouais. Alors nous, chez Humans Matter, on a la chance de pouvoir travailler avec différents acteurs et enfin tous différents organismes. Donc là, je vais vous donner un exemple que j'ai transposé après avec des enfants. On a notamment aujourd'hui, il y a de la réalité virtuelle qui est intéressant, notamment pour faire prendre conscience des handicaps invisibles. Donc, dans cette expérience de réalité virtuelle, on peut très bien, voilà, les amener à être dans une réunion où en fait ils sont sourds, ils entendent un mot sur deux de ce qui se dit de la réunion, mais il faut quand même pouvoir interagir. Ou alors quelqu'un qui justement est dyslexique et au moment d'un entretien d'embauche, on lui demande de lire un énoncé, il doit pouvoir donner des résultats stratégiques et le mettre, voilà, de comment est-ce qu'un dyslexique peut lire l'énoncé, comment il va devoir réagir en face et le stress que ça peut lui provoquer. Et ben ça, je l'ai fait avec des enfants, c'est-à-dire que Heu, j'avais acheté des lunettes jaune et vert, voilà, vous savez, les lunettes voilà, qui permettent de transformer. J'avais mis un texte qu'un enfant non dyslexique pouvait lire, et puis en mettant les lunettes, on pouvait voir comment un dyslexique pouvait interpréter ce texte. Et donc j'ai fait mettre ces lunettes aux enfants qui n'étaient pas dyslexiques pour qu'ils se rendent compte de ce que pouvait vivre, par exemple, un enfant dyslexique. Donc, je pense que des fois, ces fameux handicaps invisibles, pour faire prendre conscience avec quoi doivent faire certains enfants, on peut leur faire vivre pour qu'ils touchent du doigt un petit peu par expérience. Et après, on peut travailler le feedback derrière, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont. Donc, on peut faire pareil. J'avais fait avec des casques anti-bruit aussi pour des personnes qui pouvaient être malentendantes. Ouais. Ou faire la même chose avec, en mettant, Ouais. des lunettes où on voit pas bien, et puis, il faut quand même qu'on garde nos objectifs, et de réaliser, ce qu'on a à faire en classe. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre en place, mais ça nécessite en effet, de pouvoir, réfléchir à des mises en situation qui sortent de l'ordinaire. Oui, ça on le fait déjà, mais le souci enfin, nous avons, nous, c'est de dupliquer ces idées, vous voyez? Parce que ça, Oui, comme vous le dites si bien, bon, bah, ça repose sur les épaules de la personne qui dirige la classe ou quoi que ce soit. Et le problème, c'est de dupliquer ces idées, parce que nous faisons ce genre d'exercice. Enfin, on pourra en parler un autre moment si vous le souhaitez, parce que je ne vais pas accaparer tout le temps. Mais notre idée, c'est de vraiment dupliquer. Donc, on a une idée en tête, mais voilà. Je vais laisser la parole aux autres, parce que je ne veux pas tout accaparer. très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Oui, merci. Ma question sera connexe et donc peut-être que ça pourra apporter des éclairages. Déjà, merci pour tous les partages super intéressants. Ma question, Avec c'est plaisir. comment contrer les biais de genre, notamment dans une école de commerce. J'ai entendu qu'il y avait une étude où ils proposaient d'imaginer des projets et de les promouvoir et de réunir des équipes. Et assez rapidement, les filles, comme elles sont éduquées pour être en fonction support, pour être dans le soutien, elles se sont mis à abandonner leurs projets et soutenir les projets des garçons. Et au final, les porteurs de projets étaient uniquement des garçons. Et c'est quelque chose qu'on observe de toute façon dans la société. Quelles sont les pratiques qu'on peut faire auprès des étudiants, auprès des grands publics, pour contrer tout ce qui nous a amené à apprendre qu'on avait moins de compétences, moins de capacités, moins de légitimité, etc. Alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de beaucoup travailler sur les biais cognitifs et les croyances limitantes. Donc, leur faire prendre conscience que c'est que les biais cognitifs. Donc, ils sont forcément. On en a besoin de ces biais cognitifs parce que ça permet des fois de voilà, c'est l'objectif des biais cognitifs, c'est de pouvoir avoir des pensées rapides, pour prendre des décisions rapidement. Sauf que, ils peuvent nous amener à avoir des pensées, des croyances erronées, et donc de mettre en place des actions inadaptées. Donc moi je serais face à ces étudiants-là, je leur ferais vivre, certains biais cognitifs ou tout ce qui va être l'influence d'internalité.
L'influence d'internalité, c'est leur faire prendre conscience aussi de l'influence que peut avoir la société, le poids sociétal. Alors moi, j'avais fait ça avec des chefs d'entreprise qui la plupart me disaient, mais moi, je suis pas influençable, heureusement, parce que pour prendre mes décisions, j'ai besoin de garder la tête froide, etc. Et alors, pour leur faire découvrir cette influence d'internalité, je leur avais, et je l'ai fait d'ailleurs aussi au sein du parcours S1, pour former certains facilitateurs et designers. Je leur ai alors ça dépend ce que j'ai sous la main, soit je prends un paquet de riz, un paquet de lentilles et cetera, qu'on n'ouvre pas et je leur demande sans calculette, hein, de me dire à peu près, combien ils pensent qu'il peut y avoir de grains de riz ou de nombre de lentilles dans ce paquet. Je les mets d'abord si c'est un groupe de 30 par exemple, je vais les séparer par 2 groupes de 15. Donc chaque groupe me donne un chiffre et puis après je les redivise par groupe de 5 par exemple, puis par groupe de 2 et par groupe de 1. Et alors je vais avoir des résultats qui sont complètement, dingos, hein, puisque, je sais pas, en groupe de 15, je peux avoir des personnes qui vont me dire, il y a, 100 000 grains de riz et puis, à la fin, je vais avoir les personnes en individuel qui, dans ce même groupe, vont me dire: «Bah, moi, en fait, je pense qu'il y en a que 45 000». Et donc je vais lui demander: «Mais comment est-ce qu'il a pu passer de 100 000 à 45 000?» sachant que, quand, je demande le chiffre de groupe, il faut que tout le monde soit d'accord. Et là, on se rend compte à quel point, des personnes m'ont dit, par exemple, bah, comme tout le monde, disait que, il y en avait plutôt 100 000, je voulais pas, être en désaccord avec le groupe, alors j'ai dit que j'étais d'accord moi aussi, même si je le pensais pas vraiment. Voilà et là, il y a des choses qui sortent, c'est cette influence, hein, qui est là, sociétale. On peut aussi leur montrer des vidéos, hein, il y en a de très bien faites, hein, sur les biais cognitifs ou sur les expériences, sur les biais de genre, hein, justement, qui sont là. Hem, il y a cette expérience aussi, au niveau alors il y a l'expérience de la poupée Bobo, hein, mais il y a aussi cette expérience avec de la poupée, où, les stéréotypes, hein, sur racial, où, des enfants, même noirs, à qui on donne, une poupée noire, une poupée blanche, vont, tout le temps aller vers la poupée blanche parce qu'ils même pour les personnes, qui sont noires de peau, vont quand même aller sur la poupée blanche parce qu'ils disent que la poupée noire, elle est méchante, elle est ci, elle est ça. Donc on voit bien comment, hem, voilà, comment ça peut être véhiculé socialement et tout cet héritage qu'on a et qui a un poids dans dans ces biais de genre. Donc on peut tout à fait les travailler en les mettant en situation pour qu'ils prennent conscience de ça. Parce que de toute façon, sans prise de conscience, il y aura pas de rétroaction, il y aura pas d'ajustement. Hein, donc moi, je pense qu'il faut vraiment leur faire vivre les choses, pour que ça les impacte. Avec plaisir. D'autres questions? On a 2 autres, questions dans le chat. Stéphanie, je ne sais pas si tu les vois juste au-dessus de Non, je les vois Isabella. pas parce que je veux bien que Alors, tu les lises. ouais, Je pouvez-vous redire quel genre de lunettes vous avez utilisé pour faire vivre l'expérience de dyslexie à des non-dyslexiques, s'il vous plaît? Ah oui, alors c'est des lunettes, je sais pas comment elles s'appellent, c'est des lunettes, c'est des lunettes où vous avez un carré bleu, un carré vert, un carré jaune, un carré bleu, j'avais trouvé ça sur internet et en fait, en fonction de si vous mettez les lunettes ou pas, par exemple, si j'écris en jaune le texte d'un dyslexique, si je mets pas les lunettes, je vais pas le voir et si je les mets, je vais les voir. Donc en fait, je vais écrire en bleu le texte normal, en jaune le texte dyslexique et avec ces lunettes-là, bah, dès que je vais les mettre, je vais voir tel ou tel texte. Je pourrais vous retrouver les références et Ah, Nayan qui nous répond: «Ce sont des lunettes anaglyphes». ah voilà, merci. Merci Nayan. J'aurais été incapable de ressortir ce nom de lunettes. Et on a une autre question: est-ce que toutes ces pratiques peuvent être transposées quand on fait des formations one shot sur une journée? Alors, on ne pourra pas faire un temps de mesure de la capacité d'agir sur du one shot puisque un protocole de mesure nécessite qu'on le mesure plusieurs fois pour voir l'impact. Par contre, sur du one shot, oui, on peut tout à fait, choisir, de pouvoir, travailler tous ces concepts, hein, autour de la
qui va être l'agentivité, le sentiment d'efficacité personnelle, la perception qu'on peut avoir de nos ressources entre le contrôle perçu, le soutien social perçu, le stress perçu. Expliquer aussi ce que c'est que le stress perçu, hein. Le stress perçu, c'est vraiment du stress psychologique, c'est-à-dire que c'est pas de penser si la situation est objectivement stressante, c'est comment nous on l'aperçoit. Et le fait qu'on puisse l'apercevoir de manière stressante, c'est tout simplement parce qu'on estime qu'elle va excéder nos ressources. Alors selon les personnes, on n'a pas tous les mêmes ressources, hein. Donc soit on peut augmenter nos ressources, soit on peut agir directement sur la situation. Voilà. Mais tout ça en one shot, on peut avoir des prises de conscience. On fera pas de protocole de mesure, mais il peut y avoir des prises de conscience en one shot sans problème. Et faire le lien, hein. C'est-à-dire que, quand on les amène à discuter, par projet, quand on les amène, à utiliser, les outils numériques, quand on les amène, à participer à des associations, par exemple, ou quand on va travailler un sujet particulier en one shot, on peut tout à fait faire le lien en leur disant: «Bah, voilà, là, ce qu'on vient de faire» ou en travaillant, je sais pas, les croyances limitantes et cetera. Et ben, ça vous permet de développer votre sentiment d'efficacité personnelle, ça vous permet de sentir que vous avez plus le contrôle sur les situations. Donc si vous pensez que vous avez plus avoir le contrôle, vous allez plus facilement vous mettre en action de manière responsable, puisque vous allez penser que ça peut dépendre de vous. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de faire du lien et du sens à chaque fois. Donc en one shot, c'est possible. On a avant les 2 dernières questions, on avait une remarque d'Alice un petit peu plus haut. Le travail en groupe pour les étudiants est souvent du travail coopératif et pas collaboratif. C'est Ouais, tout à difficile, fait. mais pas impossible et surtout plus agréable pour eux d'arriver à passer au travail collaboratif. On est tout à fait d'accord. Je dirais même que dans le travail de groupe, moi, j'ai plus des fois de la coordination même que de la coopération. Et en effet, c'est pas forcément, toujours de la collaboration qu'il va y avoir derrière avec, l'objectif, une sorte d'objectif commun et un impact, sur les autres ou la société en général. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, l'impact collaboratif est beaucoup plus agréable et beaucoup plus plaisant quand on arrive à le faire sentir aux étudiants. Et c'est souvent plus de la coordination voire même, juste de la coordination. Donc il faut déjà que je les amène à coopérer pour pouvoir être capable après de collaborer. Une question de Van. Est-ce qu'il y a des exemples d'actions menées dans le domaine des violences intraconjugales, notamment sur l'accompagnement des auteurs? Je sais pas, là, sur les violences intraconjugales, alors ceux qui, je pense que, ça peut être tout à fait transcrit. Hem, j'ai pas j'ai j'ai pas en tête comme ça d'expérience particulière parce que c'est pas forcément mon domaine. Voilà, faudrait se renseigner, hein, parce que je veux pas dire de bêtises. Après, par rapport aux auteurs, ce qui peut être intéressant, c'est de leur faire prendre conscience déjà de leur perception, de comment ils voient les choses, de ce qui est véhiculé, de ce qui vient de leur éducation, de ce qui vient de leur expérience, et je pense que là, il y a tout un travail, au niveau des auteurs qui est plus lié, je dirais quelque part à l'éducation, hein, mais c'est un peu, la problématique de notre société de manière générale. On l'a bien vu, hein, dans le procès Mazan, hein, qui était quand même largement médiatisé à la demande de la victime, des personnes qui pouvaient dire, par exemple, «Bah, c'est sa femme, il fait ce qu'il veut avec». Donc on voit bien qu'il y a des pensées, des croyances, voilà, des héritages, socioculturels qui sont vraiment à retravailler derrière et qui peuvent être travaillés autour de tout ça. Mais est-ce qu'il y a déjà eu des expériences de fait dessus? Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est possible. Une autre question de Laurie. Et pour un auto-apprentissage chez soi, comment se faire accompagner pour développer son agentivité perso, ou bien comment en prendre conscience pour booster son auto-apprentissage? Faut-il jouer sur les objectifs proximaux notamment? Oui, alors on peut jouer sur les objectifs proximaux, ça c'est, tout à fait, possible. Après ce qui va être quand même important, je pense, dans son auto-apprentissage et son CEP, c'est que c'est pas parce que, on est dans un auto-apprentissage qu'on peut pas partager.
Donc selon ce qu'on apprend, on peut tout à fait, être quand même, en lien avec un groupe, qui travaille, ou qui développe le même type de formation ou le même type de contenu ou de ce qu'on cherche à apprendre. Parce que même si on est en auto-apprentissage, alors évidemment se donner un cadre, croire qu'on est capable. L'objectif aussi, c'est de pas vouloir monter l'Everest en tongs, hein. C'est-à-dire qu'il faut se donner des objectifs réalistes. Hem Être capable d'être conscient de ses prérequis, de quoi on a besoin, de combien de temps il va nous falloir, pour pouvoir fonctionner, étape par étape, hein, comme je l'ai montré dans la slide, sur les croyances limitantes, dans sa propre auto-apprentissage pour pouvoir renforcer son CEP. Parce que si on se met des objectifs, alors autant j'ai dit qu'il fallait que dans le sentiment d'efficacité personnelle, il fallait quand même qu'il y ait une notion d'effort, un peu de défi pour pouvoir penser qu'on peut atteindre son objectif. Parce que si c'est trop facile, on va même pas y penser. Autant il faut quand même que les défis restent réalistes. Donc être capable de prendre conscience de ses stratégies d'apprentissage, métacognition, de réguler ses efforts, quelles sont les stratégies d'apprentissage qui conviennent le mieux pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'apprendre avec du bruit, derrière? Est-ce que j'ai besoin d'interaction? Est-ce que j'ai besoin de calme? Comment fonctionne ma mémoire de travail? Tout ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait aller, développer, dans son auto-apprentissage et développer son sentiment d'efficacité personnelle. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, ça va être quand même important de partager ce qu'on sait, hem partager ce que les autres en pensent, parce que notamment, ce qui va être important aussi dans l'apprentissage, c'est cette fameuse notion de résilience, hein, c'est-à-dire être capable de faire face aux difficultés. Et la résilience, elle ne peut se construire, qu'avec des expériences, avec les autres. C'est-à-dire, hem, comment est-ce que des personnes qui ont vécu des choses difficiles, comment est-ce qu'elles ont fait pour s'en sortir? De pouvoir aussi trouver des idées pour faire face aux difficultés. Si on est tout seul dans son coin, ça va être plus compliqué. Pour refaire un lien sur coopération, collaboration, on a Claire qui nous demande est-ce qu'il y a des leviers pour encourager les étudiants à dépasser la seule coopération vers la collaboration? Bah, je pense que les leviers, ils vont être aussi, enfin moi, quand je travaille beaucoup les objectifs à atteindre. Parce que ils peuvent, coopérer les uns les autres parce que, ils veulent avoir une bonne note, parce que, voilà, sur des objectifs qui vont être très, très individuels, en fait. Donc, dans la coopération, ils peuvent tout à fait se mettre d'accord et s'organiser, voilà, pour rendre un travail dans les temps, parce que, voilà, ils veulent chacun de leur côté, avoir une bonne validation pour leurs examens. Dans la collaboration, hem il va falloir moi je les aide dans la collaboration notamment à pouvoir, partager ce qu'ils vont faire, au-delà de la note, et par exemple, je les ai amenés à pouvoir présenter leur travail à des étudiants qui étaient, sur des années, inférieures et leur montrer vraiment, quel intérêt ça a eu pour eux de travailler ensemble, ce que ça leur a apporté, les solutions, qu'ils ont pu avoir qu'ils n'auraient pas eu tout seuls. Et surtout, le poids que ça a pu avoir et l'impact que ça a pu avoir, dans leur objectif commun et ce qu'ils ont pu mettre en place pour influencer leur environnement. Ce qu'on n'a pas dans la coopération. On n'a pas forcément d'influence sur l'environnement. Donc, pour ça, il faut vraiment qu'ils partagent et qu'ils aient l'impression que ça soit utile. Mais pas utile pour eux, utile vraiment en fonction de leurs valeurs et de l'impact que ça va avoir sur les autres. Top, merci, répond Claire. Voilà, je crois qu'on arrive, au temps. Oui, il y a une dernière question, je me permets d'y répondre, de Gaby. Est-ce possible de recevoir le replay du webinaire d'hier, les incontournables de la formation de demain? Les replays seront disponibles d'ici 2 semaines sur le site du festival. Je vous envoie le lien des replays des éditions passées, mais vous retrouverez les replays de l'édition 2025 d'ici quelques semaines. En tout cas, j'étais, ravie de partager, cette expérience avec vous, et je vous souhaite à tous, plein de bonnes choses, un sentiment d'efficacité personnelle au taquet, pour pouvoir développer, ceux et celles de vos apprenants.
Valentin, est-ce Merci que tu beaucoup. veux donner quelques informations supplémentaires éventuellement avant de terminer? Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphanie pour cette conférence. C'était très intéressant et je vois que les commentaires sont dithyrambiques, donc bien joué. Je me permets de vous remettre dans le chat le site de dessin sur lequel Stéphanie et moi nous travaillons. Et on travaille notamment, on propose notamment de mesurer la capacité d'agir de vos apprenants ou de co-designer ou de redesigner des parcours de formation pour en maximiser un petit peu certaines compétences, les fameuses soft skills. Voilà, donc je vous ai remis le site et puis je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, un bon appétit. Belle journée à vous et très bonne suite à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Oui, il y aura un replay de cette intervention. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon appétit.